Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis particulièrement heureux d'accueillir ici à Ground Control et juste à côté de la librairie Clarive, donc Philippe Descola. Donc, c'est une carrière que je vais tenter de retracer en 2 minutes 30, ce qui est quand même un peu un défi parce que c'est une carrière riche, longue. Donc, alors comme beaucoup d'anthropologues, Philippe Descola au départ a une formation de philosophie. On en dira peut-être un mot. Il y a toujours parfois dans l'envie d'anthropologie une déception par rapport à la philosophie. De toute façon, et je crois que vous le mentionnez dans un de vos ouvrages. La thèse de doctorat de Philippe Descola, la nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuars, les Achuars étant une tribu de Jivaro, donc vivant aux confins de l'Équateur et du Pérou. C'est une thèse donc correspondant à 3 ans de travail sur le terrain, entre 76 et 79, sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Donc thèse qui a été soutenue en 83, publiée en 86, juste avant que Philippe Descola donc, devienne maître de conférence à l'EHESS, puis directeur d'études, en animant un groupe de recherche sur les raisons de la pratique, invariants, universaux, diversité. Et puis ensuite, tout en continuant dans ce travail d'enseignement, c'est l'aventure de la chaire Anthropologie de la Nature au Collège de France, donc de 2000 à 2019, donc en succession de Françoise Héritier, qui succédait elle-même à Claude Lévi-Strauss. Et à partir de 2001, Philippe Descola a également exercé en tant que directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, le LAS, fondé par Claude Lévi-Strauss. Puis on va le mentionner tout de même, le médaille d'or du CNRS en 2012. Donc en substance et en résumé, Philippe Descola est, je pense qu'on peut le dire, et sans fausse modestie, l'une des grandes sommités de l'anthropologie et donc des sciences humaines, puisqu'on en parlera, l'anthropologie occupe une place particulière au sein des sciences humaines et au sein de ce qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, et ce, donc bien sûr pas au plan français, mais au plan mondial. Cette place dans l'anthropologie, Philippe Descola l'a construite avec des travaux qui sont tous au front ronnant, puisqu'ils sont inscrits au cœur de l'un des plus importants paradoxes apparents pour celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas anthropologues, à savoir la place de la nature, justement, par rapport à la culture. La nature en tant qu'objet qu'on pourrait croire être radicalement étranger à l'anthropologie, et qui pourtant, et le travail de Philippe Descola nous le démontre au fil des années, s'inscrit précisément dans comment la nature, ces éléments non humains, les végétaux, les animaux, constituent un objet culturel à part entière et auquel notre rapport nécessite d'être étudié avec tout l'arsenal justement de l'observation ethnographique et derrière de la construction anthropologique. Donc en une petite heure, je vous propose que nous parcourions ensemble quelques aspects de votre travail, des aspects qui résonnent avec cette question étudiée sous un maximum d'angles au cours de cette quinzaine de jours à Ground Control, à savoir, et pour le caricaturer un peu la problématique, la manière dont la culture peut aujourd'hui voler au secours d'une certaine façon d'une nature qui est plus menacée que jamais dans toutes ses dimensions. Et c'est le moment où l'anthropologie devient, et on retrouve dans le titre de vos ouvrages les plus récents, une composante vitale d'une écologie politique. Donc Philippe Descola, je voulais en fait une sorte de retour aux sources, parce que l'origine de la quête de surmonter ce paradoxe apparent remonte, comme souvent, au tout premier contact, au travail de terrain. Et donc j'étais très curieux de savoir comment, au contact des Jivaro-Achuars en Équateur, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, il y a eu cette envie, ce besoin d'aller traquer en fait la façon dont la nature est un objet anthropologique complet. Merci d'abord de m'inviter, et pardonnez-moi pour ma voix un peu éteinte, mais j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et donc je suis un peu enroué. Vous avez évoqué tout à l'heure ma formation philosophique, et j'ai été élevé dans une tradition française dans laquelle certaines questions se posaient avec insistance, et notamment celui des rapports entre nature et culture, qui pour moi paraissait une évidence commode en outre, parce que cette opposition entre ces deux domaines, entre le monde des phénomènes qui se déroulent indépendamment de l'action humaine, et puis le monde de signification, de sens, de symbolisme que les humains ont construit en utilisant au fond les catégories sociales qu'ils avaient progressivement élaborées pour tenter de comprendre des phénomènes naturels.
Et ensuite, à partir de la révolution scientifique, pour les analyser avec des outils scientifiques, cette opposition me paraissait aller de soi. Et puis, malgré tout, ce n'est pas à cause de cela, mais j'avais une certaine insatisfaction vis-à-vis de la philosophie, en ce sens que j'avais conscience qu'elle ruminait avec beaucoup de brio et de perspicacité des questions qui étaient quand même très caractéristiques d'un développement historique qui était celui des sociétés périméditerranéennes, puis un peu plus au nord européennes, au cours des 2500 dernières années. Et il m'avait paru intéressant, ayant déjà eu accès à la littérature, d'abord de voyage, que j'ai lu assez tôt, et qui n'est pas toujours aussi mauvaise qu'on pourrait le penser. Et puis, dans les textes ethnographiques, j'avais eu accès à des façons de penser qui étaient un peu énigmatiques et qui me paraissaient poser des questions intéressantes, non pas sous la forme de problèmes philosophiques clairement formulés, mais sous forme d'expériences collectives. Comment un peuple, au fond, fabrique dans sa vie quotidienne des manières alternatives de concevoir et d'habiter le monde. Et c'est pour ça que je suis devenu anthropologue, mais en même temps j'emmenais avec moi tout l'outillage philosophique que j'avais reçu dans mon éducation d'Européen d'abord, dans mon éducation de philosophe ensuite. Et on dit toujours que le moteur de la philosophie, c'est l'étonnement, mais lorsque cet étonnement se double de la confrontation à des façons de penser qui sont très différentes des siennes, il devient beaucoup plus intense. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe, je crois, pour la plupart des anthropologues, qui découvrant dans des terrains lointains, on peut quelquefois le découvrir aussi dans des terrains proches. Dans mon cas, c'était un terrain lointain, découvrant dans des terrains lointains des façons très très différentes de vivre la condition humaine, au fond, en reçoivent un tel ébranlement que ça devient ensuite un programme de recherche pour toute une carrière. Ce que j'ai découvert, je crois que certains d'entre vous étaient là quand je répondais aux questions d'Hervé Kempf dans l'émission de radio, donc je vais essayer de ne pas trop me répéter. Ce que j'ai découvert chez les Hachoirs, c'est que ce que j'étais parti étudier, à savoir ce que j'appelais à l'époque la manière dont une société socialise son environnement, ou socialise la nature, était une question mal posée, parce que dans cette société, les Hachoirs, donc ils vivent en Haute-Amazonie, et qui à l'époque avaient eu relativement peu de contact avec le monde extérieur. Chez les Hachoirs, donc, la plupart des éléments de leur environnement, ce que nous appellerions la nature, étaient conçus comme des partenaires sociaux. Des partenaires sociaux avec lesquels on entrait dans des relations de coopération, quelquefois de conflit, de séduction, d'hostilité, enfin toute la gamme qu'on peut entretenir dans les rapports entre humains et non humains. Et donc il n'y avait pas une nature extérieure que les Hachoirs socialisaient en projetant sur cette nature des catégories de la vie sociale, mais des séries d'interactions très spécifiques entre les hommes, les femmes et des secteurs en quelque sorte de ce monde des non-humains, les plantes cultivées, les animaux chassés, certaines races d'esprit, etc. Et au total, quand je suis revenu et que j'ai fait ma thèse, j'ai essayé de combiner une approche, disons, d'écologie scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet environnement au sein duquel les Hachoirs vivent, comment peut-il être défini, et en même temps de restituer le point de vue des Hachoirs sur cet environnement pour montrer les écarts qu'il y avait dans les pratiques et dans les modes de connaissance de cet environnement entre l'approche scientifique. Donc j'ai fait des identifications de plantes, j'ai mesuré des temps de travail, j'ai fait des travaux qu'on fait classiquement en anthropologie quand on s'intéresse
à la socialisation de la nature, et montrer l'écart entre cela et la façon dont les Alchois concevaient, mettaient en pratique, au fond, les rapports qu'ils entretenaient au quotidien avec les non-humains. Et ça a défini un programme de recherche, au fond, un programme de recherche que j'ai appelé Anthropologie de la nature. J'ai choisi ce couplage du fait de la contradiction évidente qu'il indique. C'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, puisque l'anthropologie porte sur les humains. Et moi, je m'intéressais à une anthropologie de la nature pour souligner le fait qu'en dehors de l'Occident, beaucoup de civilisations concevaient la nature non pas comme quelque chose d'extérieur aux humains, mais quelque chose qui était intégré selon des modalités extrêmement différentes à la sphère humaine, comme c'était le cas chez les Alchois. Et cette anthropologie de la nature, donc, définissait, caractérisait un programme de recherche qui était l'étude des rapports de continuité et de discontinuité que les humains établissent avec des non-humains et dont notre propre conception à nous, c'est-à-dire les rapports entre des collectifs sociaux et culturels et la nature, n'était qu'une des variantes. Et donc j'ai consacré toute ma vie à cela, du fait de cette espèce d'ébranlement initial qui m'a rendu conscient de ce que notre propre façon de concevoir les rapports entre humains et non-humains n'était pas du tout la chose du monde la mieux partagée. Alors, une des choses frappantes, c'est que cette anthropologie de la nature, donc cet oxymore fondateur, il me semble que vous vous rappelez, je crois que c'est au début de la leçon inaugurale de 2001, que en fait, autant c'est un oxymore en 1976 et auquel il faut s'arracher, et auquel vous avez consacré énormément d'énergie et de travail pour le surmonter, mais qu'il n'était pas une fatalité, c'est-à-dire que au moment où l'anthropologie a commencé à se constituer en science, donc vers le début du 19e, et vous citiez Alexandre de Humboldt, qui effectivement, lui, ne faisait pas cette distinction devenue ensuite massive entre science de la nature, science de la culture, mais que lui, comme beaucoup de ses collègues de l'époque, finalement, pouvait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui passer d'une discipline à une autre et mener un travail plus globalisant et qui, finalement, refusait ou ignorait cette séparation forte. Et qu'ensuite, ça s'est imposé pendant le 19e siècle pour aboutir à un cloisonnement qui culminait dans les années 50-60 et qu'il a fallu ensuite, comme vous le disiez, je crois, on a perdu plus d'un siècle dans le domaine. Vous avez très bien résumé ma position. Je suis un grand admirateur d'Alexandre de Humboldt, qui est traditionnellement considéré comme le fondateur de la géographie, mais qui, bien au-delà, a au fond combiné des méthodes de description des environnements qu'il a lui-même mis au point. Sa formation, c'était un ingénieur des mines de Prusse, et donc il avait un esprit méthodique et scientifique, et en même temps la découverte que les humains faisaient partie de l'histoire de la nature. Et donc ces travaux ont joué un rôle très très important. Il était on peut le considérer comme un des premiers ethnographes. Il était très proche de la première société d'ethnographie qui existait dans le monde d'ailleurs, qui était la Société des observateurs de l'homme, constituée sous le Directoire, et qui s'était fixé comme projet de faire l'inventaire de la diversité des façons d'occuper la Terre. Ça s'est traduit notamment par une expédition en Australie, et puis l'empereur a considéré que ces gens-là étaient un peu subversifs et a dissous la Société des observateurs de l'homme. Mais Humboldt était très lié à ces gens-là, et j'avais regretté au fond qu'on ait perdu beaucoup de temps en ne confiant pas, lorsque le Collège de France ne confia pas une chaire à Humboldt. Et ce que vous dites est tout à fait juste. Si j'avais souligné cela, c'est que cette opposition entre les humains, les non-humains, la nature et la culture, la nature et la société, a pris au cours du XIXe siècle
une emphase beaucoup plus grande qui aboutit, je pense, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à une séparation, disons, épistémologique, c'est-à-dire on a là deux domaines de réalité qui ne peuvent être étudiés que par des méthodes différentes. Alors, il y a un très bon exemple de cela, c'est un philosophe allemand, néo-kantien, qui s'appelle Heinrich Rickert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sciences de la nature et sciences de la culture ». L'expression « sciences de la culture » est employée par lui pour la première fois, où il met en évidence le fait que les sciences de la nature, c'est des sciences de la généralisation, et les sciences de la culture, c'est des sciences de l'individuation. Et il met en évidence, non pas une séparation ontologique entre la nature et la culture, mais une séparation méthodologique des sciences qui en traitent. Et au fond, c'est à ce moment-là que prend de façon définitive, je pense, cette opposition entre deux domaines d'objets, deux champs de recherche et deux méthodes, deux grands systèmes de scientifiques, en somme, pour aborder c'est humain d'un côté, non humain de l'autre. Donc c'est ce qu'on a tendance à voir, cette opposition comme nature et culture, comme quelque chose d'universel, comme quelque chose dont tous les humains, au fond, auraient conscience, est le résultat progressif d'un phénomène historique de décantation, de transformation, de séparation, qui a pris plusieurs siècles et dont l'achèvement, en fait, est très récent. Et alors, ce travail que j'ai mené pour exhumer en quelque sorte les sources de cette opposition, il est encore une fois lié à mon expérience ethnographique, parce que j'avais ce même type de naïveté sur le terrain. Il me semblait par exemple, les Achuars sont des horticulteurs sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils vivent en habitat dispersé et ils créent des clairières dans la forêt en abattant des arbres sur des superficies assez pas très grandes, 1 hectare au maximum, en brûlant les débris végétaux et en plantant dans ces clairières une cinquantaine d'espèces domestiquées avec de nombreuses variétés, la plupart, presque toutes domestiquées d'ailleurs sur place, enfin en Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Sud, et puis en transplantant des espèces sylvestres, donc en créant un écosystème complexe. Et j'avais le sentiment, vivant dans des maisons qui étaient construites au cœur de ces clairières, au cœur de ces jardins, c'est un mélange entre un jardin et un potager, si vous voulez, et très complexe sur le plan agronomique, j'avais le sentiment d'un contraste très fort entre, au début en tout cas, entre le jardin, l'univers domestique, la maison, et puis la forêt sur laquelle on tombait très vite. Et c'est une densité de population très faible. Dans cette région, c'est une des plus faibles du monde. C'est la frontière de l'Équateur et du Pérou. Et là, on était dans le monde de la sauvagerie. Donc, au fond, c'était une habitude culturelle que j'avais qui permettait de penser, je ne sais pas, moi par exemple, les abbayes du Moyen-Âge, dans la politique de déforestation, si vous voulez, ou bien la colonisation romaine, du même ordre, au fond, que les Achuars. Et je me suis aperçu par la suite que c'est parce que j'avais cette expérience historique européenne de la séparation entre le sauvage et le domestique, entre la nature et la culture, la nature et la société, que j'avais projeté sur les Achuars des systèmes d'opposition qui n'avaient pas cours chez eux, puisque pour eux, la forêt, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, était une plantation des esprits, donc ce n'est pas du tout un univers sauvage, et que de toute façon, c'était l'endroit où les hommes en particulier entretenaient des rapports de négociations compliquées avec les esprits qui gouvernent les destinées du gibier, avec les animaux chassés, conçus comme des personnes, etc. Donc un univers totalement social, et pas un univers en somme de sauvagerie extérieure à la civilisation. Donc encore une fois,
le terrain m'a conduit à prendre, à donner une relativité à des concepts qui me paraissaient évidents, qui sont employés dans les sciences sociales et humaines pour définir des paysages, des environnements, des choses comme ça, mais qui sont entièrement le produit d'une histoire tout à fait singulière, qui est celle de l'Europe. Je parlais tout à l'heure de l'Empire romain, en particulier de la colonisation romaine, de la séparation qu'il y a à Rome entre les grandes exploitations agricoles, la guerre, c'est-à-dire les espaces cultivés, le saltus, qui est la périphérie, et puis la silva, la forêt. Toutes ces choses-là ont été le produit d'un phénomène historique tout à fait singulier, qui a été la colonisation romaine d'une grande partie de l'Europe. Et cela, évidemment, n'avait pas existé en Amazonie. Et donc, il m'a fallu tout un travail de retour sur moi-même pour remettre en cause ces concepts et, au fond, l'ethnocentrisme que portent ces concepts et qui consiste à projeter sur des réalités très distinctes des nôtres une façon de voir les choses, d'appréhender, par exemple, l'espace et ses valeurs, les valeurs qui sont associées à différents espaces, à partir des catégories qui nous sont familières. Je crois, pour nous faire saisir en fait ce changement de regard en fait que permet le travail de terrain ethnographique, je crois que vous aviez eu, alors je cite de mémoire, donc c'est probablement un peu caricatural, mais cette formule qui résumait et qui forçait un peu le trait, mais pour qu'on le saisisse, qui est qu'au fond de ce fait, une grande partie de l'Amazonie est beaucoup moins une forêt vierge qu'un jardin familier, contre toute intuition européenne ou occidentale, enfin, ou américaine. Et c'était, effectivement, je trouvais ça assez frappant. D'ailleurs, une fois qu'on a accepté ce changement de regard, et du coup, je me demandais si vous auriez pu nous éclairer donc, sur ce qui est un peu à la racine de l'anthropologie moderne, en tout cas, qui est le fait comment ce détour, ce que Georges Balandier appelait le détour, mais d'autres avant lui, dans son ouvrage de 85, comment un travail justement ethnographique, donc très spécifique en apparence, une population dans une géographie donnée, un endroit, comment le travail anthropologique permet ensuite d'en faire un objet politique, enfin, social et politique, universel en réalité. Ben, il y a une explication très simple à cela. D'abord, c'est quelque chose que les anthropologues, dès la naissance de la discipline, ont mis en avant. Taylor, qui est un de nos ancêtres fondateurs, a écrit quelque part que l'anthropologie est une science de réformateurs. Lévi-Strauss, qu'on avait tendance à voir comme quelqu'un d'un peu conservateur sur le plan, disons, des valeurs ou politiques, a fait une conférence qui vient d'être publiée de façon posthume, qui est une conférence qu'il a donnée à la CGT, un bureau d'études de la CGT en 1938, si mes souvenirs sont bons, alors qu'il était de passage à Paris, il revenait brièvement du Brésil, et ça s'appelle l'ethnologie, une science révolutionnaire. Il était encore à l'époque marxiste, en tout cas il employait des concepts marxistes, puisqu'il avait été l'un des grands philosophes inspirateurs marxistes de la SFIO dans sa jeunesse. Et pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire? Parce que tout simplement le détour, le pas de côté que l'on fait en se familiarisant avec des institutions qui sont très différentes des siennes, et dont on voit qu'elles sont tout à fait efficaces et qu'elles permettent une vie épanouie et heureuse, incite ensuite, lorsqu'on le revient chez soi, à regarder nos propres institutions avec le regard éloigné de qui est familier d'autres institutions. Et donc à regarder nos institutions comme étant au moins aussi exotiques que celles que l'on considérait au départ comme étant exotiques. Et ce mouvement, ce détour, ce pas de côté, ce regard éloigné, a évidemment une portée politique considérable, puisque lorsque on a vu avec le regard d'un peuple lointain dont on a partagé la vie, nos propres institutions, nos propres systèmes de valeurs, et que l'on mesure avec peut-être plus d'acuité ses défauts, ses failles, que ce que l'on mesurait avant de partir.
à ce moment-là, le détour nous incite à voir dans le monde au sein duquel nous nous ébattons, non seulement bien sûr les inégalités, les déséquilibres que chacun peut constater, mais aussi nous apprend à considérer que ce n'est pas inéluctable, puisque ailleurs, dans d'autres lieux, et peut-être dans d'autres époques, des gens ont vécu selon des systèmes socio-culturels, politiques, quelle que soit la formule que vous employez pour les définir, qui sont complètement différents. Et donc la possibilité de les changer est là, présente en permanence, puisque on a comme stimulation pour penser à un autre futur, le fait que d'autres futurs sont possibles, ont existé, existent contemporains au nôtre, ailleurs. Donc c'est en ce sens que le détour est caractéristique de la démarche anthropologique. J'ajouterai peut-être quelque chose. Je pense que la vocation, c'est parce que c'est véritablement une vocation anthropologique, elle naît d'une certaine façon déjà d'un déséquilibre, c'est-à-dire du fait que l'on n'est pas véritablement à son aise dans la culture d'où l'on procède. Qu'on regarde ce qui se passe avec un certain regard distancié déjà, qui peut aboutir à une réaction politique, c'est-à-dire à la volonté de changer, mais qui peut aussi aboutir au désir d'aller voir ailleurs, avec cette distance, au fond, la façon dont d'autres peuples se débrouillent. Et Lévi-Strauss, pour revenir à lui, parlait très peu de sa judéité. Mais quelque part, il dit que lorsque, pour la première fois, on a traité de sale juif à l'école, il a été interloqué par l'insulte, bien sûr, parce qu'il était destiné à être une insulte, mais surtout par la surprise de se voir tout d'un coup mis à part, alors qu'il se sentait un Français, un petit Français comme les autres, et tout d'un coup d'être marqué par cette distance qu'on lui imposait. Et je pense que beaucoup d'anthropologues sont dans cette situation. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent de minorités, dans tous les pays d'ailleurs où l'anthropologie s'est développée, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est-à-dire ça peut être des juifs, c'est des protestants aussi en France, c'est des catholiques au Royaume-Uni, etc., etc. Et donc il y a cette situation d'inconfort en quelque sorte, qui vient et qui est soit alimentée par la conscience d'appartenir à une minorité, ou la conscience qu'on vous fait percevoir d'appartenir à une minorité, ou bien qui est alimentée tout simplement par le sentiment qu'on n'est pas vraiment à sa place. Et qu'au fond, comme on n'est pas à sa place, on est à sa place nulle part, et l'anthropologie, c'est une science de l'entre-deux, c'est une science de l'interface, c'est une science de la circulation. On est, au fond, l'objet de l'anthropologie, c'est la relation. Au départ, la relation qu'un ethnographe va entretenir avec la population au sein de laquelle il s'est établi, c'est pas tant la population qui est son objet, que le type de relation qui devient un outil pour comprendre une altérité particulière. Exactement dans cette direction, quand on parcourt deux de vos ouvrages, parce que contrairement à ce que disait Mathieu, on n'a pas tous les ouvrages de Philippe Descola, il y en a quand même un certain nombre, et je pense à Par-delà nature et culture et à la composition des mondes. Il y a tout un travail effectivement qui questionne et qui élabore, donc qui catégorise d'une certaine façon des modes de relation au monde, des modes différents, qu'on peut regrouper ensuite, et c'est là qu'il y a un travail d'anthropologue qui après quelques années, se superpose au travail ethnographique. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ce questionnement sans relâche, donc effectivement qui ouvre en permanence sur l'autre,
ne débouche absolument pas, ni nécessairement ni fatalement, sur une forme de relativisme culturel à tous azimuts. C'est pas une question de système de valeurs, c'est une question de questionner en fait sa propre relation au monde, sans chercher à justement classer en disant mais ça c'est mieux que ça. Et j'ai l'impression que c'est un faux procès qui, encore aujourd'hui, est souvent fait à l'anthropologie d'arriver justement à une forme de relativisme, alors que c'est pas son propos du tout, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a différentes façons de répondre à cette question compliquée, disons. Celle que j'ai adoptée, au fond, est très inspirée par le structuralisme de Lévi-Strauss et de l'école structurale en général. C'est que de considérer que chacun des modèles ontologiques que j'ai mis sur pied pour essayer de comprendre la façon dont des sociétés, ça ou là, au fond, construisaient des mondes ou composaient des mondes singuliers en percevant plutôt tel type de continuité ou tel type de discontinuité entre des humains et leur environnement. Ces mondes étaient construits comme des variations les uns des autres. Et ce qui m'a permis, en particulier, ça je pense c'est une chose qui politiquement est importante, de considérer que notre propre cosmologie, si on peut dire, ce que j'ai appelé le naturalisme, n'est pas une cosmologie qui est plus vraie ou plus fausse qu'une autre, c'est simplement une variation à l'intérieur d'un ensemble de cosmologies qui a permis certaines choses et qui en a interdit d'autres. Qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis notamment le développement des sciences positives, ce qui est une très bonne chose. Elle a permis, par le développement de ce qu'on appelle l'humanisme ou l'anthropocentrisme, c'est certainement l'ontologie la plus anthropocentrique de toutes celles que l'on connaît. Et elle a permis, par le développement de l'humanisme et de l'anthropocentrisme, cette idée très singulière qu'il y avait une humanité universelle, que les humains formaient une espèce qui avait des caractéristiques, notamment cognitives et morales, tout à fait particulières, que l'on pouvait et que l'on devait défendre sous la forme de droits universellement répandus, ce qui est une chose très importante, puisque c'est lié évidemment à l'émancipation progressive des sociétés d'ancien régime qui reposaient sur des systèmes complètement différents, qui reposaient sur l'idée de totalité à l'intérieur desquels les humains ne constituaient qu'un petit élément, ou un élément plus ou moins important, à l'intérieur de hiérarchies complexes dont ils formaient en quelque sorte des étapes intermédiaires entre, disons, le monde divin et le monde des animaux, des plantes, etc. Donc, il y a des aspects tout à fait positifs à ce que j'ai appelé le naturalisme. Ce qui est contestable, c'est de penser que le naturalisme en tant que tel est quelque chose qui doit être universalisé à tous. C'est-à-dire certains des bénéfices du naturalisme, et notamment les droits de l'homme, par exemple, des choses comme ça, sont des choses qui, au fil du temps, ont été généralisées. Je pense que c'est une bonne chose, mais sur une forme d'universalisation qui est un peu factice. Et donc, moi, je pense, par exemple, que plutôt que d'envisager une sorte d'humain abstrait, doté de droits qui sont liés à ses compétences physiques et cognitives particulières, il vaudrait mieux concevoir des formes de relations dont on peut penser que certaines d'entre elles sont universelles et qui doivent être favorisées ou non à l'intérieur peut-être d'une législation mondiale. Donc l'anthropologie a des conséquences politiques de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un relativisme en disant tout se vaut, tout est équivalent, mais de remettre en question l'universalité supposée des bases morales et politiques sur lesquelles repose un édifice qui est en passe de devenir universel il n'est pas universel, il suffit de voir, je ne sais pas, la Chine ou d'autres exemples pour voir que ça n'a rien d'universel.
mais en tout cas qui induit ce que j'appellerais un pluralisme ontologique, c'est-à-dire un pluralisme dans les façons de concevoir ou d'admettre que sont conçus des mondes différents, des mondes dont les mobiliers sont différents. Pourquoi est-ce que ces mobiliers sont différents? Parce qu'on va percevoir, actualiser dans l'environnement des continuités ou des discontinuités qui ne vont pas passer par les mêmes endroits. Comme je le disais tout à l'heure, le naturalisme met l'accent sur les continuités physiques, sur le fait que les humains ne sont pas des... Bouvard et Pécuchet, Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, mais dit à un moment qu'ils découvrent avec consternation qu'ils ont du phosphore comme les allumettes, leur corps est composé de phosphore comme les allumettes et d'albumine comme les œufs. Donc ils sont physiquement pas fondamentalement différents d'autres êtres organisés, ce qui destitue au fond d'un certain côté l'exceptionnalité humaine. Mais d'un autre côté, cette exceptionnalité humaine, elle est renforcée par la spécificité qui est accordée aux capacités cognitives et morales dont les humains sont investis. Dans un système animiste comme chez les Etchouars, c'est l'inverse, c'est-à-dire la plupart des êtres sont conçus comme étant en mesure de manifester des intentions, de communiquer sous des formes très diverses, mais sont conçus aussi comme ayant des dispositions physiques qui les isolent chacune à l'intérieur d'un monde particulier. Donc c'est exactement l'inverse du naturalisme. Autrement dit, partout, on perçoit des continuités et des discontinuités entre soi-même et son environnement, mais les endroits où l'on fait passer ces continuités et ces discontinuités diffèrent. Et au fond, c'est l'exploration de cet éventail de continuité et de discontinuité qui m'occupe depuis très longtemps. Bon, moi, je vais me permettre un dernier détour, parce qu'en rebondissant sur cette question d'exploration, avant de revenir et de faire la suite de notre entretien sur la position spécifique du non-humain dans, pour reprendre la très belle formule de ce petit ouvrage, dans une écologie contemporaine des relations. Je me demandais, vous avez parlé tout à l'heure à la racine de l'envie anthropologique, il y a une forme d'insatisfaction, une forme de recherche effectivement d'un regard différent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité presque viscérale, alors qui peut s'exprimer par le voyage, mais par un voyage qui devient tout de suite autre chose, et qu'on retrouve, me semble-t-il, dans la méthode même de l'anthropologie, quand après un travail de terrain profond, intense de 3 ans, s'élaborent des hypothèses, des idées, et qu'il s'agit ensuite d'aller chercher partout, et pas seulement sur le terrain d'origine, des choses qui vont valider, invalider, dire que c'est prometteur, qu'il y a quelque chose derrière. Et là, j'ai l'impression que c'est assez dévorant, parce que là, c'est le monde, en fait, qui est... Parce que, évidemment, même étant américaniste, il y aura peut-être des résonances très fortes sur des terrains asiatiques, sur des terrains africanistes. Et je me demandais, voilà, cette curiosité, est-ce que c'est quelque chose qui de toute façon est fatal et nécessaire au métier, ou est-ce qu'il y a quand même justement des anthropologues plus curieux que d'autres, plus... Il n'y a pas d'anthropologues plus curieux que d'autres. Il y a des anthropologues qui ont tendance à borner leur curiosité à l'approfondissement de la familiarité avec une population. Et donc la différence que l'on fait traditionnellement entre l'ethnographie et l'anthropologie, l'ethnographie c'est l'immersion, c'est ce qu'on appelle dans la formule de Malinowski l'observation participante, c'est le partage de la vie, peut-être un peu des valeurs, en tout cas des modes de vie, compris d'ailleurs des façons d'être physiques. Quand on vit en Amazonie dans une maison collective, on apprend très vite à façonner son corps à des habitudes qui sont très différentes de celles dans lesquelles on a été élevé. Et ça, c'est une curiosité infinie parce qu'elle n'est jamais complètement satisfaite. On peut passer toute sa vie, surtout dans certaines civilisations, à tenter de satisfaire sa curiosité avec le rêve un peu fou
qu'à un certain moment, on saura tout. On ne sait jamais tout, bien évidemment. On en sait plus, mais on ne sait jamais tout. Donc ça, ça tient à des dispositions personnelles. Et j'ai continué à aller chez les Atchois, j'y étais l'année dernière. Et donc j'ai aussi ce goût, cette curiosité, pour voir aussi comment les choses changent, se transforment, etc. Mais l'autre curiosité, c'est une curiosité plus abstraite, peut-être plus conceptuelle, qui est fondée sur la curiosité nécessaire. Moi, je suis un grand lecteur d'ethnographie, j'adore me plonger dans la vie des autres, essayer de comprendre, en ayant l'expérience d'une ethnographie singulière, enfin d'un terrain particulier, peux me mettre à la place d'un ethnographe qui décrit une situation peut-être plus efficacement que quelqu'un qui n'aurait jamais connu ce genre d'expérience. Mais la curiosité, elle va au-delà, c'est peut-être alors la formation philosophique, c'est-à-dire que je fais de la philosophie d'une autre façon. Elle va au-delà puisque, au fond, elle vise à satisfaire, au fond, des réponses qui sont sur des questions beaucoup plus générales. Mais donc c'est des formes différentes de curiosité, oui. Cette curiosité, donc, est ce qui en découle sur près de 40 ans, parce qu'on est sur la question justement de ce non-humain et de sa place anthropologique culturelle. Me semble-t-il que, et peut-être parce qu'il y a une notion d'urgence, mais peut-être parce qu'il y a eu un travail colossal qui a été produit, donc par vous et par d'autres, il me semble que depuis quelques années, il y a une forme de cristallisation qui est en train de se produire, si j'ose dire, mais que on voit soit des gens qui ne travaillaient pas sur ce terrain, et qui, je pense à Bruno Latour, qui partant d'un travail ethnographique au départ sur la vie de laboratoire, sur en fait une anthropologie de la recherche scientifique, mais on vient à partir de 1999 à rentrer effectivement dans un terrain très politique, et en mettant la nature au centre par un biais très différent du vôtre. Je pense à Isabelle Stengers, partant également d'un terrain très différent. Je pense dans un terrain alors encore plus radical en termes politiques, à Donna Haraway. On a l'impression que ce sont à chaque fois donc des penseurs, des intellectuels importants dans leurs différentes disciplines, mais qui en même temps soulèvent l'attention. On en parle, on écrit dessus, la scientificité progresse et en même temps la partie vulgarisatrice, au bon sens du terme, se développe. On le retrouve dans la littérature, des romans à succès, mais pas du tout galvaudés, en fait, qui posent cette question du non-humain par rapport à ce qui était traditionnellement la prérogative de l'humain. Est-ce que c'est quelque chose que, par le travail anthropologique, vous avez vu progresser au fur et à mesure que vous avanciez dans vos recherches, ou est-ce que c'est plus fugitif que plus fugace? Non, je crois qu'il y a un progrès, oui, en tout cas une transformation profonde. Lorsque j'ai commencé à développer ce programme de recherche d'anthropologie de la nature, j'étais regardé un peu comme une bête curieuse, y compris par beaucoup de mes collègues. Maintenant, c'est devenu un domaine établi. Il y a des chaires d'anthropologie de la nature indépendantes de celles que j'ai créées en inventant cet oxymore. Donc, de ce point de vue-là, ça s'est généralisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parvenir, au fond, à ces questions à partir de points de départ très différents. Vous citiez Bruno Latour, lui a dissous l'idée de nature à partir du cœur de l'analyse de la modernité, à savoir les systèmes techniques et les laboratoires de recherche scientifique, pour montrer que tant dans les bureaux d'études que dans le laboratoire, on mélangeait constamment de l'humain et de non-humain, et que donc la séparation épistémologique que des gens comme Heinrich Rickert, que j'évoquais tout à l'heure, avaient établie, dans la pratique ne fonctionnait pas beaucoup, et que s'il y a de la nature, au fond, dans les sciences, c'est plutôt dans le titre d'une revue bien connue que dans la façon dont les scientifiques eux-mêmes traitent leur objet. C'est très rare de voir apparaître le mot nature dans un article de Nature, précisément. C'est un peu un paradoxe. Donc lui est parti de l'étude du contemporain le plus extrême, à savoir les sciences et les techniques,
Et moi, je fais partie des non-modernes pour aboutir à des conclusions similaires. Et au fond, ça se renforce. Nos approches se renforcent l'une l'autre, en ce sens qu'on aboutit aux mêmes conclusions, à savoir que la nature n'existe pas, que c'est une construction idéologique. On diffère un petit peu en ce sens que, pour moi, elle n'existe pas, mais elle a joué un rôle recteur, hein, qu'elle a une influence cosmologique, au fond, dans ce que j'appelle le naturalisme, lui tend à le mettre en doute. Mais cela dit, je pense que ces questions, qui sont de plus en plus débattues, sont, ou plus exactement, le fait que nous nous soyons intéressés à ces questions fait que ça tient peut-être au fait que nous avons un petit peu anticipé sur une situation politique, sociale et économique qui a fini par nous rattraper avec ce qu'on appelle l'anthropocène, le réchauffement climatique, le développement des pollutions chimiques, etc. C'est-à-dire que l'idée que le monde n'est pas facilement dissociable entre des humains d'un côté et des non-humains de l'autre est devenue une idée plus commune, que la notion d'anthropocène, avec tous les bémols qu'on peut mettre autour de cette notion, est venue caractériser. C'est-à-dire le fait que les humains sont devenus une force naturelle, si je peux dire. Alors on voit bien à quel point on rentre dans un univers de contradictions conceptuelles, parce que qu'est-ce que ça veut dire de dire que les humains sont une force naturelle? Qu'est-ce que c'est qu'une force naturelle dans ces conditions, etc. Donc au fond, nous avons un petit peu anticipé, puis été rattrapés par une situation que nous analysions à partir de points de vue différents, et peut-être que les concepts que nous avons essayé de développer sont devenus intéressants parce qu'ils permettent de penser d'une façon différente, de conceptualiser les manières d'habiter la Terre, qui étaient auparavant conçues en bonne logique naturaliste, qu'on soit de gauche ou de droite, comme l'idée que le monde la nature était un système de ressources infinies, qui pouvait être infiniment développé pour le bien-être de l'homme, par le progrès infini des techniques. Et je crois que plus personne, il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça, mais je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'y croient plus. Et qui ne croient plus que, comme Pierre Charbonnier, avec qui j'ai écrit ce livre sur la composition des mondes, l'a bien montré dans le dernier livre qu'il a publié, que ce couplage qui est caractéristique du développement de la modernité, et en particulier du capitalisme, à savoir la promesse d'émancipation et la promesse de bien-être, ce couplage ne tient plus. On ne peut plus mettre dans un même projet messianique collectif ces deux promesses, parce que l'une d'entre elles est fondée sur la destruction même des conditions de vie sur Terre. Et donc cette promesse de l'émancipation par le bien-être, alors bien sûr par les libertés politiques, mais aussi par le bien-être, est quelque chose sur lequel nous butons à l'heure actuelle et qui implique évidemment une transformation profonde de nos régimes politiques, de nos rapports à l'appropriation, à la terre, au commun, etc., etc. Donc, voilà, cela dit, peut-être un dernier mot là-dessus, il ne faut pas considérer les travaux que mènent les anthropologues sur des sociétés, des peuples, des collectifs non modernes, comme ceux que j'ai menés moi, doivent être vus comme des stimulations et pas comme des modèles qu'on peut transposer, évidemment. Il est inimaginable que l'on en vienne à vivre demain comme les Achuar ou comme les aborigènes australiens. Simplement, et pour revenir à une chose que j'avais dite et dont nous avions parlé au début de l'entretien,
le détour que permet la description fine de ces façons d'habiter la Terre est une très très grande stimulation pour nous inciter à concevoir d'autres manières de le faire. Ce qui me frappe sans doute, qui est totalement en ligne avec cela, c'est que j'ai un sentiment qu'il y a une très grosse production du côté imaginaire de dystopie, notamment climatique et écologique, dans les années 1970-1980, mais dans une relative indifférence globalement. On a un peu parlé, mais il n'y avait ni sentiment d'urgence, ni préparation des esprits peut-être pour réaliser que c'est pas juste de l'imagination. Ça, effectivement, contrairement à ce que disait Trump dans son discours il y a quelques jours, c'est pas une prophétie apocalyptique, c'est juste une forme d'extrapolation bien travaillée, et que simultanément, comme vous le disiez il y a quelques minutes, au moment où a été créée la chaire d'anthropologie de la nature, c'était quand même un travail un peu pionnier, et voilà, avec certains collègues qui disaient mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Alors que 30 ans plus tard, un ensemble de phénomènes, donc rattrapage par le réel, mais aussi probablement une sorte de résonance entre toutes ces choses, font qu'aujourd'hui, comme on dit, il y a vraiment une reconsidération et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'on puisse avoir un modèle hachoir, mais c'est que ça rouvre des portes d'imagination, semble-t-il, qui avaient été fermées dans les années 80-90, prématurément, en disant non mais de toute façon c'est comme ça. Et là j'ai le sentiment que l'ensemble de ces phénomènes, de ces travaux, font, et c'est peut-être un rêve d'anthropologue, que quand même justement ce travail patient à partir de terrains fondamentaux, puis ensuite d'associations d'autres terrains éventuellement parcourus par d'autres, et qui peuvent être des peuples non modernes comme des microcosmes comme ceux des exploitants des systèmes techniques, etc., aboutissent en fait à rouvrir des perspectives là où on avait le sentiment qu'il n'y en avait plus beaucoup. Oui, je voudrais revenir sur ces apocalypses. Les apocalypses des années, les dystopies apocalyptiques des années 70, elles étaient marquées par quelque chose de tout à fait singulier, qui était l'holocauste nucléaire. Et donc cette idée que pouvait éventuellement échapper à cette destruction massive des petites communautés isolées dans certains endroits du monde, mais ce qui caractérisait l'holocauste nucléaire, c'était sa soudaineté et son caractère massif. Alors que le réchauffement climatique a pour caractéristique de venir lentement et par incrémentation progressive et peu visible. Et donc c'est une apocalypse qu'on a du mal à imaginer, y compris sur le plan de l'imagination romanesque, parce que ces conséquences locales vont être extrêmement variables en fonction du degré, bien sûr, d'augmentation des températures, et en fonction aussi de facteurs qui sont pratiquement impossibles à maîtriser. Et c'est pour ça que c'est inquiétant concernant les échanges d'énergie entre l'océan et la Terre, des choses comme ça, donc les transformations de courants marins, donc les effets réels sur le système de la Terre d'une émission, d'un niveau d'émission de gaz à effet de serre qui devrait rester, ou en tout cas plus ou moins constant, si ce n'est augmenté pendant encore quelques décennies, sont impossibles à prévoir. Et donc on n'a pas du tout les mêmes formes d'anticipation vis-à-vis de cela. Donc ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être attentif à des expérimentations sociales, politiques, collectives, qui représentent autant de manières alternatives de vivre, d'habiter la Terre, dans un contexte naturaliste, parce que, au fond, nous sommes dans ce contexte-là. Encore une fois, nous n'allons pas pouvoir vivre comme les Achuars ou comme les aborigènes australiens il y a un siècle. Des expériences sociales, économiques et politiques qui permettent d'envisager, par effet de peut-être épidémique,
une contamination sur nos institutions qui pour le moment paraissent extrêmement stables, mais dont il n'est pas impossible que précisément les crises qui sont liées au réchauffement global, à la progression du réchauffement global, les rendent extrêmement fragiles. Ce sera de facto le mot de la fin, Philippe Descola. Donc merci beaucoup, puisqu'on a promis de rendre la salle à 8h. Merci infiniment donc, pour cet entretien. Pour les personnes donc, qui le souhaiteraient, je vous propose, vous pouvez continuer peut-être une partie des conversations avec Philippe Descola à quelques pas d'ici, à la librairie, en fait, donc, qui est à 10 mètres sur la gauche. Et en revanche, je vous demanderai, en étant désolé, mais donc de bien vouloir libérer la salle relativement rapidement, parce que voilà, nos successeurs sur cette estrade en ont besoin. Merci vraiment énormément. Merci à vous.